En cours, c'est en cours de route. Super, bienvenue, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, le résumé, la page spéciale de stage. Alors, ça a été compliqué parce que pour moi, c'était très compliqué la dernière fois. OK. Alors, en gros, ce que j'ai marqué, dans ce que tu as dit, Shantideva dit que la condition valide ultime réfute l'existence inhérente, donc cette apparence est trompeuse. Ce qui pose un problème, c'est que les choses apparaissent de la façon dont elles apparaissent, existant de façon inhérente, indépendante, autonome et absolue. C'est ce qu'acceptent les réalistes. Oui. Les Madhyamika disent que bien que les choses apparaissent par une condition valide, cela ne veut pas dire qu'elles sont valides sur tous leurs aspects. Les choses ne sont pas forcément agréables, plaisantes de leur propre côté. Tout cela est subjectif. Les consciences visuelles ou autres ne réfléchissent pas. Elles ne font que certifier les objets, donc eux-mêmes. Après, tu as parlé des 4 des 16 aspects des nobles vérités, l'impermanence, souffrance, vide et le non-soi. On considère que les choses impermanentes comme permanentes en général, nous. Donc, il faut s'entraîner à réaliser la réalité. Donc, par exemple, je suis impermanent. Pourquoi? Parce que je suis produit. Produit par quoi? Le karma et les afflictions. Et qu'est-ce que cela engendre? Donc, la souffrance, les vraies souffrances, les agrégats contaminés. Et donc, Bonsoir. qu'est-ce que je dois faire? Bonsoir. Salut, Pour Rachel. me débarrasser de cette situation-là, réaliser le vide et le non-soi. Waouh. Et nos états d'esprit sont distordus comme le papillon de nuit et la lumière, qui voit donc ce qui est impur comme pur. Et tu as dit que contaminé, c'est un phénomène qui engendre des afflictions qui elles-mêmes sont contaminées ou contaminants. Les agrégats sont donc contaminés, donc ne sont pas une source de bonheur. Voilà en Waouh. gros ce que j'ai écrit. Merci, stage, c'était super. T'as un logiciel spécial qui écrit ce qu'on dit ou... Non, bah, j'écoute et après j'écris, hein. Eh bien, génial. Super, salut Axel. Bonsoir. Bonjour, Rachel. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Salut Rachel. Bonsoir Rachel. Ça va? Ça va, ça va. Bon, super. Très bien. Alors, qu'est-ce qui était difficile là-dedans, dans ces points indiqués? Qu'est-ce qui pose question? Alors, en ce qui me concerne, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai compris. Ah, c'est génial. Le, le Waouh. reste, voilà, c'est ce que j'ai résumé, c'est ce que j'ai compris. Le reste, je pense que c'était les réalistes et tout ça. Non, non, je pense que enfin, ça a été compliqué juste après, en disant après avoir accroché, enfin, j'avais pensé. En tout cas, en ce qui me concerne, Mhm. j'avais trouvé ça. Alors, peut-être, j'étais peut-être pas trop dedans, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Après avoir écouté, peut-être comme tout le monde, vu la vidéo, c'était plus clair. Mais c'était pas évident quand même de prime abord, en tout cas, Ok. pour moi. Peut-être le débat entre les Swatantrika et les Prasangika. Oui, ça c'est difficile en effet. Euh, Oui. Mm. en effet. Mais l'essentiel, en effet, si ce que tu as dit, c'est ce que tu as compris, c'est parfait. C'est exactement Oui, alors. le cœur de ce qu'on a dit, ce qu'il fallait comprendre la dernière fois. Donc c'est génial. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Ouais, c'est super, excellent. Très bien. Donc on va pouvoir continuer sur cette lancée, justement, avec la strophe 7 normalement. On avait déjà commencé à en parler, mais on peut en reparler. Alors pour vous, c'est page combien? Alors, c'était 59. Bon, 59, ok. ou 58, oui, 58. 58, ok. Très bien. on Donc, avait bon, commencé, oui, à voir entre les Sotantrika et les Vibhashika, qui reconnaissaient que le premier cycle d'enseignement, oui, très bien. le non-soi de la personne, mais pas le deuxième cycle, Oui. c'est-à-dire le non-soi de tous les phénomènes. On en était là. Waouh, génial. Excellent. Eh ben, c'est super tout ça. Donc, en effet, c'est bien ça. Donc, c'est toujours un débat entre les essentialistes ou les réalistes, comme c'est marqué ici, et les Madhyamika, et en particulier, bien sûr, les Prasangika Madhyamika, l'école la plus élevée, là, l'école de Shantideva, bien sûr. Et donc, on va revenir à cette strophe 7 A, B et C. Donc, sa sainteté dit, dans la stance suivante, donc dans cette strophe, les Madhyamika défendent leur philosophie de la vacuité contre les objections qui s'appuient sur des écritures du Bouddha. Vous savez, c'est exactement ça, c'est que ceux qui se fondent sur le premier cycle de l'enseignement du Bouddha
dans ce cycle-là, le Bouddha a sous-entendu que tout ce qui existait de manière véritable, pure et dure, intrinsèque, objective, etc. Et c'est uniquement dans le deuxième cycle, en effet, qu'il a dit non, rien n'existe de manière absolue, inhérente, intrinsèque, etc. Et c'est dans le troisième cycle qu'il a fait un petit peu la part des choses. Très bien. Ok. Et donc la strophe 7 dit, si le Bouddha a enseigné que les choses ont une réalité inhérente, donc c'est de ce point de vue-là, une existence véritable, c'est afin d'amener les êtres sur la voie. Selon la vérité ultime, elle n'existe pas même momentanément. Très bien. Et donc ici, les réalistes opposent au vu des Madhyamika les arguments suivants. Le Bouddha lui-même a affirmé dans son premier sermon, donc dans son premier cycle du Dharma, que les choses et les événements non seulement existent, mais possèdent aussi des caractéristiques qui les définissent. Ils sont transitoires, impermanents et insatisfaisants. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec les aspects des 4 nobles vérités. Et en effet, si on regarde, transitoire et impermanent, c'est équivalent. Et insatisfaisant, c'est ce qui relève de l'aspect de souffrance. Ouais. On peut parler de insatisfaction. Quand on parle de la souffrance, dukkam en sanskrit, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. Souvent, quand on parle des vraies souffrances, ça renvoie surtout à la souffrance omnipénétrante, ouais, la souffrance inhérente au conditionné. Le fait que nos agrégats actuellement soient contaminés. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on dit dukkha, c'est l'adjectif en fait, mais normalement le substantif c'est dukkam, c'est pas très grave. Et donc souvent dans la tradition du Theravada, dans le véhicule fondamental, on parle des 3 caractéristiques de l'existence. On parle de l'impermanence, l'insatisfaction ou la souffrance et le non-soi. Ouais. Donc c'est un petit peu, oui, c'est les trois aspects parmi les 4 aspects de la première noble vérité. Ils vont considérer que l'existence ordinaire est impermanente, souffrance et non-soi. Ouais, très bien. Et donc, quand le Bouddha a mentionné ça, c'était une impermanence qui semblait exister de manière inhérente, l'impermanence inhérente, une souffrance inhérente, un non-soi inhérent même presque. Et donc, forcément, les Vaibhashika, les Sautrantika acceptent ça comme au pied de la lettre. Donc, par exemple, les Sautrantika qui suivent le raisonnement, pour eux, les vérités ultimes, ça existe véritablement. Les impermanents, ça existe de son propre côté, de manière pure et dure, etc. C'est ultimement capable d'opérer une fonction. Ça opère une fonction de son propre côté. Ouais? Ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais. Bien. Et donc, ça veut dire qu'il réifie les impermanents, il les absolutise, les impermanents. Ouais. Il considère que les impermanents existent par leurs propres caractéristiques. Ouais. Sont des phénomènes qui existent par leurs propres caractéristiques. Et ça, c'est exactement la cible des prasangika madhyamika. Rien n'existe par ses propres caractéristiques. Ouais. Donc, bien sûr que quand on dit des caractéristiques définissantes, c'est ce qui est marqué dans une définition. Par exemple, si on parle du feu, on va dire c'est ce qui est chaud et brûlant. Donc chaud et brûlant sont les caractéristiques définissantes du feu. Ouais. Et donc, pour les Vaibhashika, les Sautrantika, c'est intrinsèque, c'est inhérent, c'est absolu. Ce sont les caractéristiques définissantes, c'est-à-dire que le feu existe par ses propres caractéristiques, sans devoir dépendre d'une conscience qui l'appréhende. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et donc forcément, ça c'est l'objet de négation de Shantideva. Rien n'existe par ses propres caractéristiques. Très bien. Et donc ils disent, si les phénomènes n'ont pas d'existence inhérente, disent-ils, comment peut-on affirmer qu'ils possèdent ces caractéristiques? Donc il faut que le feu existe par ses propres caractéristiques. Ouais. Le problème, c'est que le feu, qui est l'objet défini, ou l'objet caractérisé, et les caractéristiques, chaud et brûlant, existent par leurs propres caractéristiques, existent de manière inhérente. Et donc, ils vont dire que si on suit leur point de vue, en tant que prasangika, si on prend le regard de Shantideva, si on essaye en tout cas, on va dire pour eux, en fait, ils vont dire que le feu existe déjà de son propre côté, et il va être qualifié par le fait d'être chaud et brûlant. Ouais.
Donc, Oui. c'est comme si le feu existait de son propre côté, chaud et brûlant existaient de leur propre côté, et les deux sont réunis, ont un lien intrinsèque, inhérent, etc. C'est un petit peu de cette manière-là, en fait. Si on prend le point de vue des Sautrantika, des Vaibhashika, etc., ils sont, on retourne le tapis contre eux et on va dire, bah, si vous considérez que le feu, l'objet caractérisé et les caractéristiques existent de leur propre côté, existent de manière inhérente, à ce moment-là, le feu pourrait très bien être du feu sans être chaud et brûlant. Et bien sûr, c'est pas possible. C'est pas possible, mais ça fait partie des conséquences à l'absurde qu'on pourrait adresser au Sautrantika. Très bien. Ok. Par exemple, on pourrait débattre beaucoup là-dessus. C'est pas très grave si on débat pas beaucoup, mais on pourrait débattre beaucoup. On pourrait débattre beaucoup. Si par exemple, je ne sais pas, vous allez dans un magasin et vous demandez un vélo. Vous demandez vous voulez quel vélo? Un vélo d'homme, un vélo de femme, un vélo de ville, un vélo, un VTT, etc., etc. Comme si le vélo existait de son propre côté et qu'on allait lui attribuer ses caractéristiques. Vélo d'homme, vélo de femme, vélo de sport, etc., etc. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on conçoit les choses. Quand on dit une cuillère à sucre, une cuillère à soupe, une cuillère à café, etc., comme s'il y avait cuillère d'un côté et qu'on allait lui attribuer les caractéristiques cuillère à soupe, cuillère à sucre, etc., etc. Mais en fait, pour les prasangika, l'objet caractérisé et les caractéristiques sont bien sûr interdépendants et n'ont pas de relation inhérente. N'ont pas de relation inhérente. On s'était un petit peu posé la question la dernière fois par rapport à ça, quand on dit vous allez chez le potier, par exemple, le potier est en train de produire un vase en terre cuite, ouais. Et donc là, on regarde et on dit il est en train de produire un vase. Le vase accomplit l'action d'être produit, de se produire, de venir à l'existence, ouais. Mm. Mais au moment où il est en train d'être produit, où est le vase? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc, que produit le potier? Rien. Donc, il peut rentrer chez lui s'il produit rien. Qui reste chez lui, je sais pas moi, en train de faire du jardinage ou à l'atelier en train de produire un pot, d'une manière ou d'une autre, dans les deux cas, il ne produit rien. Produit l'action. Il produit l'action, ouais. Il produit l'action de produire. L'action d'engendrer Oui, mais cette Non, action c'est doit... comme un Ouais, facilitateur. Hein. ouais. Ok, donc il facilite la venue à l'existence du vase, ouais. Oui. Vase, il est dans son esprit d'abord. Ouais, ouais, ouais. Il est dans son esprit d'abord. Mais un vase qui se trouve dans l'esprit n'est pas un vase. On est On tient pas d'accord. vraiment d'eau, oui. Ouais, on peut pas mettre d'eau dedans, on peut pas le casser, on peut pas le peindre, etc. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on arrive et qu'on dit, je sais pas moi, on vient avec des amis, etc., ou même des enfants qui n'ont jamais vu de potier, etc., et on leur dit, regardez, ça c'est le métier de potier. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de produire un vase. Oui, mais où est le vase? Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que si on prend le point de vue des Sautrantika, l'agent, donc le vase qui accomplit l'action de venir à l'existence, et son action doivent nécessairement coexister de manière intrinsèque. Sauf qu'au moment où il y a l'action de se produire, où est le vase? Il n'est pas là. Donc il y aurait une action sans agent. Et ça pose question. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une action sans agent? On pourrait avoir, du point de vue des Madhyamika ou des Prasangika, à la rigueur, on peut accepter ça. Par exemple, je sais pas moi, vous croisez quelqu'un dans la rue et la personne vous dit, tiens, c'est qui cette personne? Ben, cette personne, je sais pas moi, c'est un musicien. Ou cette personne, je sais pas, c'est une chanteuse. Mais est-ce qu'elle est en train de chanter avec son micro dans la rue? Non. Elle est en train de faire ses courses, etc. Elle est en train de se balader. Donc on dit elle est chanteuse, mais elle n'est pas en train de chanter. Donc elle est l'agent de l'action de chanter, mais elle ne l'est pas en ce moment. Ouais. Ça veut dire que l'agent et l'acte n'ont pas, comment dire, de relation inhérente, intrinsèque, dans le sens où ils doivent nécessairement coexister. Ils ne pourraient pas exister l'un sans l'autre d'une manière intrinsèque, comme s'ils étaient collés l'un à l'autre. Pour les Madhyamika ou pour les Prasangika,
l'un et l'autre n'ont pas nécessairement besoin de coexister. Ça veut dire que le vase, en effet, est en train d'accomplir est en train d'accomplir l'action de venir à l'existence, mais il n'est pas encore là. Ouais. Si le vase était déjà là, quel besoin a-t-il d'être produit? C'est ce que dit Alain Nagarjuna dans le chapitre 5 du traité du milieu. Il dit, pour la forme qui existe, quel besoin a-t-elle d'avoir une cause? Et la forme qui n'existe pas, quel besoin a-t-elle d'avoir une cause, puisqu'elle n'existe pas? Ouais. Qu'elle n'est pas causée si elle n'existe pas. Et si elle existe déjà, elle n'a pas besoin d'être causée à nouveau. Elle est déjà existante. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu le type de raisonnement que les Madhyamika et surtout, bien sûr, les Prasangika Madhyamika vont formuler, ouais, pour essayer de se poser des questions. Qu'est-ce qui se produit en réalité, en fait? Qu'est-ce qui agit? Quel est l'agent? Quelle est l'action, etc. Et donc, les Sautrantika, pour eux, tout a une existence intrinsèque. L'agent, l'acte, les caractéristiques, le phénomène caractérisé, tout ça, ça doit nécessairement exister de manière intrinsèque et avoir un lien intrinsèque. Ouais. Ouais, mais alors dans ce cas-là, la cause de... Enfin, je veux dire, la notion d'impermanence n'existe plus. Alors, pourquoi? Parce que on pourrait, sur tous les phénomènes qui sont construits, Oui. ce qui les caractérise, après la première analyse qu'on peut en avoir, c'est bien qu'ils soient tous impermanents. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, c'est-à-dire, quel est le moment où on peut dire ça c'est le vase? Quand on commence à le visualiser, il se dégrade déjà. Oui, oui, tout Donc, à fait. à quel stade on peut dire là, maintenant, ça y est, j'ai le vase entier? Oui. Exactement. Ça, c'est un autre chapitre du traité du milieu de Nagarjuna, l'analyse de l'assemblage. L'analyse de l'assemblage. J'adore ce chapitre, il est vraiment exceptionnel parce que pour moi, il m'a énormément choqué quand je l'ai lu il y a, je sais plus quoi, il y a combien de temps, il y a plusieurs ans cosmiques. Et franchement, il m'a choqué. Il m'a choqué parce que on se dit, mais on essaie de se rattraper aux branches, de se dire, mais il faut bien, en effet, comme tu te poses la question, Laurence, se dire, mais il y a bien un début, et où se trouve le début? Où se trouve le début? Et donc, c'est justement le but de ce chapitre-là, de se poser la question. Quand est-ce qu'un pull est terminé? Ou les chaussettes tricotées par Rosemary, quand est-ce qu'elles sont terminées? Quand est-ce qu'elles sont vraiment terminées? Quand est-ce qu'elles sont venues à l'existence? Là, c'est pareil. Par exemple, l'un de mes enseignants, Geshe Losal, il pose la question. Si on vous demande, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de lire un livre. Et donc, si on analyse vraiment, c'est quoi lire un livre? Si on regarde, en fait, on en est à la page, pour moi, je suis à la page 63, et donc j'ai lu les 62 pages. Je n'ai pas encore lu je ne sais pas combien il en reste, les 120 ou 130 qui restent. Je ne les ai pas encore lus. Donc, Oui, mais tu as dit un mot, c'est en train. Exactement, exactement. Et donc, si on regarde en train, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, je suis en train de lire la page 63. Oui, mais euh, est-ce que je l'ai terminée, cette page? Ou est-ce que j'en suis au début ou à la moitié? Si j'en suis à la moitié, il y a une partie qui a été lue et une partie qui n'est pas encore lue. Donc, je ne suis pas en train de lire la page. Il y a une partie qui a été lue et une partie qui est non lue. Donc, la page elle-même n'est pas lue. Je ne suis pas en train de lire une page. Ouais. C'est un petit peu le même principe avec l'année. On se posait avant, on était l'année dernière en 2021, et on se posait la question, oui, mais c'est quoi une année quand on sera arrivé en 2022? Oui, d'accord, mais est-ce que l'année 2022 sera complète dès le 1er janvier? Non, elle n'est pas encore complète. Et donc, elle est loin d'être complète, elle vient juste de commencer. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'une année vient de commencer? Parce qu'une année, c'est 12 mois. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire que ça vient de commencer? On n'en est qu'à 16 jours. Comment est-ce qu'on veut dire qu'une année vient de commencer, puisque l'année, c'est 12 mois? Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, si on analyse vraiment, on va voir qu'en effet, il n'y a pas d'impermanence. En effet, comme tu dis, Laurence, si on cherche vraiment, on ne trouve plus l'impermanence. Ouais. C'est-à-dire que combien de temps dure un instant infinitésimal? Oui, c'est ça. Combien de temps dure un instant infinitésimal? Combien de temps dure l'instant où on vient juste de terminer les chaussettes, de terminer le vase, etc., etc. Combien de temps ça dure? Ça veut dire qu'au moment où on perçoit
une table, elle vient juste de cesser, en fait. Elle vient juste d'engendrer un aspect à la conscience, et la table qui a engendré cette conscience vient juste de cesser. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on perçoit vraiment? Qu'est-ce qu'on perçoit vraiment? Si on dit, on perçoit un moment infinitésimal de table, c'est pas possible, ça échappe à notre certification. Donc, en effet, si on cherche vraiment ce qu'est l'impermanence, on ne peut pas la trouver. Ouais. Ultimement, il y en a pas. Ouais. Le problème des Sautrantika qu'on voit juste dans la suite des phrases là, c'est que ils disent, mais si ça n'existe pas au sens ultime, ça n'existe pas tout simplement. Ouais. Donc, c'est ça qui pose question pour eux. Très bien. Donc on va essayer d'y revenir justement parce que là, Sainte-Thérèse en parle et le texte aussi. Donc il dit, si les phénomènes n'ont pas d'existence inhérente, disent-ils, comment peut-on affirmer qu'ils possèdent ces caractéristiques? C'est-à-dire que l'impermanence, la souffrance, tout ça, ça doit exister de manière inhérente. Les agrégats doivent exister de manière inhérente, leur impermanence doit exister de manière inhérente, etc. Et si nous, on arrive en disant, il n'y a pas d'existence inhérente, il n'y a pas d'impermanence inhérente, pas d'agrégat inhérent, eux, ils comprennent, il n'y a pas d'impermanence, pas d'agrégat. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Et non parce que il ne certifie pas vraiment l'objet de négation, ouais, ça c'est très important. Et donc les Madhyamika répliquent, dit sa sainteté, que l'intention première du Bouddha, quand il a donné ses sermons du premier cycle, en parlant des 4 nobles vérités, des 4 attributs propres à la vérité de la souffrance, tels que l'impermanence, était purement d'aider les êtres sensibles, afin qu'ils surmontent leur tendance à s'agripper à la notion de permanence et à s'attacher au cycle des existences, au samsara. C'est-à-dire qu'au début, en effet, comme on l'a dit, on saisit la permanence. On a l'impression que la table est exactement la même que depuis tout à l'heure. On a l'impression que nous-mêmes sommes exactement les mêmes que depuis tout à l'heure. Ou même que hier, à partir d'hier, ou même la semaine dernière, etc. On a l'impression que l'ordinateur n'a pas bougé d'un iota. Alors que ça a nécessairement évolué. Et donc, le Bouddha arrive et dit, OK, tous ces trucs-là, toutes ces choses sont impermanentes. Bien sûr que les auditeurs initiaux de ces enseignements vont croire c'est impermanent en soi. Ces choses en soi sont impermanentes en soi, etc. Mais on n'a pas le choix. Il faut quand même essayer d'éliminer une couche d'ignorance et de dire, voilà, oui, c'est pas grave. Au début, si les gens acceptent l'impermanence en soi, au moins, ils ne se trompent pas totalement sur le fait que les phénomènes seraient permanents, les phénomènes produits seraient permanents. Donc il y a déjà ça de corriger. Et ensuite, progressivement, le Bouddha va dire, OK, cette impermanence, ces phénomènes produits, etc., n'existent pas en soi. Ouais. Donc c'est un échelonnage, en fait. Ça veut dire que le Bouddha ne peut pas arriver tout de suite avec la vacuité. C'est très difficile, c'est très difficile. Ça aurait rebuté ses enseignants, ses auditeurs. Il se serait dit le Bouddha est nihiliste, puisqu'ils comprennent vide d'existence inhérente comme étant vide d'existence. Ouais. Donc forcément, si le Bouddha avait dit il n'y a pas d'impermanence en soi, il n'y a pas les agrégats qui existent en soi, ils auraient compris il n'y a pas d'impermanence, il n'y a pas d'agrégats. Et donc ça aurait été encore plus dangereux que de les laisser croire à une existence inhérente des agrégats, de l'impermanence, du karma, etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? Donc c'est pourquoi le Bouddha était très pédagogue en fait. Il a beaucoup adapté son discours à différentes mentalités. Très important. Très bien. Ok. Leur tendance à s'agripper, etc. Donc ces enseignements qui ont pour visée ultime de conduire les individus à la réalisation complète de la vacuité constituent des moyens très utiles pour avancer sur la voie menant à ce but. Par conséquent, ces enseignements n'affirment pas la doctrine de la vacuité. C'est-à-dire que c'est juste temporaire. C'est-à-dire qu'au sens temporaire, le Bouddha a dit oui, il y a l'impermanence, la souffrance, etc., tout en laissant croire que ça existerait en soi, pour qu'une fois que l'esprit des auditeurs est suffisamment préparé, ils puissent venir en disant l'impermanence, la souffrance, tout ça n'existe pas en soi. Ouais. Et donc, de toute façon, en général, il y a même ça, d'ailleurs, dans les vœux de Bodhisattva, il y a le fait de ne pas clamer la vacuité aux esprits non préparés. C'est pour ça que souvent, les enseignements sur la vacuité, on commence par dire la vacuité n'est pas le néant. Pour faire ce préambule très important de dire la vacuité n'est pas le néant. L'absence d'existence inhérente n'est pas l'absence d'existence. Ouais. Très bien, excellent. Donc les réalistes soulèvent alors une nouvelle objection à la réfutation de l'existence intrinsèque par les Madhyamika.
il déclare que si les choses n'existent pas au niveau ultime, elles ne peuvent exister au niveau relatif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc le débat se poursuit alors avec la réaction des Madhyamika. Donc là, il y a marqué Hinayana, mais on peut plutôt mettre véhicule fondamental, c'est moins péjoratif. Hinayana, c'est péjoratif. Donc dans ce cas, n'est-il pas contradictoire de dire que pour le contemplatif, elles existent momentanément selon la vérité relative? Donc les choses produites, impermanentes. Donc, est-ce que c'est pas contradictoire de dire qu'elles existent au sens de la vérité relative? Et donc la réponse de Shantideva, il n'y a pas de faute dans la vérité relative des contemplatifs. En comparaison des hommes ordinaires, donc les êtres qui sont plutôt assujettis à l'ignorance, ils voient les choses telles quelles. Donc les yogis, les adeptes, ceux qui essayent de se poser des questions, qui essaient de réaliser la nature des choses, ils réalisent les choses. Sinon, leur claire compréhension de l'impureté du corps de la femme, donc là, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, Shantideva s'adresse à des moines. Ouais. Mais si Shantideva avait été une moniale s'adressant à des moniales, ça aurait été l'impureté du corps des hommes, bien sûr. On pourrait être réfuté par l'homme ordinaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des couches d'ignorance, comme on a dit. Ça veut dire qu'on considère que ce qui est une simple sensation plaisante, contaminée, serait le bonheur définitif, comme ce fameux papillon de nuit qui se jette dans la flamme d'une bougie. Il est persuadé qu'il va trouver le bonheur, là. Et donc, on se trompe là-dessus, on se trompe sur l'impermanence, on peut se tromper sur beaucoup de choses. On peut imaginer qu'on n'a que cette seule existence et c'est tout. Quand on n'a pas une approche bouddhiste ou même d'autres traditions qui acceptent la Renaissance, on considère tout simplement, si on a une vue matérialiste, on considère qu'il y a cette seule existence, que l'esprit n'existe pas, qu'il n'est qu'un simple épiphénomène de la matière organisée, et c'est tout. Donc si on a une vue matérialiste, forcément, forcément, on n'est pas en accord avec les 4 nobles vérités, etc., etc. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. On a le droit d'avoir une vue matérialiste. On a tout à fait le droit. Mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt de chercher à transformer son esprit, puisque de toute façon, les problèmes s'arrêtent avec la fin de cette existence. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une vie spirituelle, etc. À ce moment-là, on pourrait... Ce serait d'autant plus admirable d'avoir une vie spirituelle en étant matérialiste, parce qu'on se dirait à ce moment-là, on essaye au moins d'avoir une belle vie au cours de cette existence. C'est déjà pas mal. Ou d'aider les autres à avoir une belle vie, etc., etc., d'avoir une qualité de vie intéressante. Mais disons que c'est proposer quelque chose de très limité. Ouais. Donc voilà, on peut se tromper beaucoup. Du point de vue bouddhiste, c'est une erreur de penser qu'il n'y a pas de renaissance. Ouais, c'est une erreur qu'il faut corriger si on veut avoir une vie spirituelle, etc., etc. Christophe, c'est limité dans le temps, si tu veux, mais pas dans l'espace, si on se limite à notre vie. Oui. Parce qu'un sourire, ça peut atteindre un espace infini. Oui. Sourire à quelqu'un. Oui. Donc, il n'y a pas que le temps que l'on a fabriqué, nous, les êtres humains, mais il y a aussi une autre chose qui est l'espace, disons, ou le temps qui n'est pas chronométré, oui. qui est aussi là, qui est important. Oui. Et l'espace dans quel sens? Moi, par exemple, tu souris à quelqu'un, tu es sympa avec quelqu'un, tu nous fais l'enseignement ce soir, j'ai flatté ton ego. Après, demain, on a appris des choses. Oui. Eh bien, on va peut-être s'adresser aux gens qui nous entourent d'une autre manière. Les gens qui nous entourent vont avoir une sensation de bien-être peut-être. Et puis après, cette sensation de bien-être, ils vont pouvoir la transporter ailleurs. Ouais. C'est ça que dans l'espace, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que, oui, en effet. D'une génération à l'autre, en effet, on peut... Et même d'un mec à l'autre, quoi, d'une femme à l'autre, disons. Moi, je vois, disons que là, par exemple, j'accepte la colère d'une autre personne ou l'avis contraire. L'autre jour, j'ai accepté l'avis contraire d'une personne. Et puis, en fait, j'ai dit, oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense ça, mais toi, tu penses ça. Puis pour finir, eh bien, la conversation s'est détendue. Oui. On a pu se rencontrer de manière plus intime, plus proche de cœur à cœur.
Puis en fait, après, bon, on a pu délester cette vision différente. Oui, oui, tout à fait. L'autre personne peut avoir sa vision, moi je peux avoir mon autre vision, mais en ayant cette ouverture, disons, que l'enseignement nous enseigne, on peut avoir des contacts différents avec les gens. Oui, tout à fait. Et puis ça, pour moi, c'est ça l'espace, que j'appelle l'espace. Ouais. Donc, ma vie, elle ne se résume pas à 80 ans de vie comme ça, mais ma vie, elle est aussi dans toutes les directions par rapport à ça. Tout à fait. Exactement. Donc c'est intéressant parce que quand on voit justement dans le Lamrim, quand on voit dans les étapes de la voie vers l'éveil, quand on dit voilà, essayer justement de rendre heureux les autres, etc. Et on se pose la question, il y a peut-être différents types de bonheur qui sont plus ou moins dans la plénitude, on pourrait dire, dans le sens où on peut en effet, comme tu le dis, être quelqu'un de bien, d'avoir bon cœur, etc. Et c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Et du point de vue bouddhiste, on va dire, malgré tout, même ça, c'est très limité. C'est-à-dire que la meilleure façon d'accorder la plus belle forme de bonheur aux êtres, c'est de les aider à obtenir la cessation définitive de la souffrance. Ouais. Ça, c'est vraiment le bonheur ultime. Mais c'est le début du chemin, disons. Puis je trouve que, disons, moi, en tant qu'être humain, si je me dis que je peux déjà aussi toucher l'espace, toucher les autres, que c'est pas paf, je vais mourir à 80 ans, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non, il ne me reste plus grand-chose, etc. Au lieu de paniquer, on peut se dire, mais déjà, tout ce qu'on apporte, si on veut l'apporter, on peut l'apporter d'une manière beaucoup plus grande que sur une ligne du temps qui n'existe pas, en fait, en plus. Oui, oui. Et ce qu'il faut, en fait, ce qui est juste montré là, c'est que même si, en effet, on se comporte de la meilleure façon qu'il soit, on a une vie extrêmement éthique, etc. Mais imaginons que le point de vue matérialiste soit la vérité. À ce moment-là, de toute façon, ça n'ira pas très loin. Ça veut dire qu'on pourra toucher quelques personnes à la rigueur, les gens qu'on va côtoyer, etc. Peut-être que ça va aussi déteindre sur la façon dont ils se comportent avec leurs enfants et les générations à venir, etc. ou les personnes qu'ils côtoient sur le moment. Mais ça va avoir, malgré tout, disons que ça va être comme des bulles dans une mousse magnifique, très colorée, etc. Mais les bulles, elles sont très belles pendant qu'elles sont là, mais elles passent et c'est fini. Et donc, d'une manière ou d'une autre, en fait, ok, on se sera bien comporté au cours d'une existence et on aura aidé d'autres personnes, on aura été cool, et les autres nous auront apprécié, on aura apprécié les autres, etc. Mais c'est génial, je trouve ça génial. Personnellement, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que si on a ce point de vue matérialiste, c'est très, très limité. Même dans l'espace, c'est très limité parce qu'on côtoie assez peu de monde, en fait. Hein. En réalité, on côtoie assez peu de monde. Oui, mais tu côtoies du monde, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu côtoies du monde, puis ce monde va côtoyer du monde. Oui, et c'est comme ça que ça va aussi... Exactement. Disons. C'est comme si tu souffles sur une fleur de pissenlit qui est mature et qui a toutes ces petites graines qui s'en vont, c'est un peu la même chose qui peut se faire sans être en ayant la grosse tête, quoi. Et on peut dire qu'au final, le résultat est le même, qu'on ait le point de vue matérialiste ou bouddhiste. Dans les deux cas, la souffrance s'arrête. Dans les deux cas. Puisque si la personne est matérialiste, imaginons que le matérialisme ait raison, à ce moment-là, la personne cesse définitivement à sa mort, comme une flamme qui s'éteint, et donc ses problèmes s'arrêtent. Donc, d'une manière ou d'une autre, qu'on ait le point de vue matérialiste ou bouddhiste, d'une manière ou d'une autre, il est possible de se débarrasser de la souffrance. C'est plus facile et plus rapide avec le point de vue matérialiste. Est-ce qu'il suffit d'attendre la mort et c'est terminé, et on n'a plus de problème. Donc c'est là où on peut voir qu'il y a des rapprochements. Mais c'est intéressant, oui, de voir qu'en effet, on peut malgré tout, moi je trouve ça d'autant plus admirable, si des gens ont le point de vue matérialiste et malgré tout se comportent très bien en étant des bonnes personnes, avec une qualité de vie, etc., je trouve ça d'autant plus admirable. Moi, personnellement, si j'avais gardé le point de vue matérialiste que j'avais à l'époque, je serais tout le contraire. Je serais une sale personne, aigrie et invivable. Ok. Très bien, mais parce que tout dépend des vues aussi qu'on peut avoir, hein, c'est très important. Très bien.
Donc le point essentiel de cette réponse, c'est que bien que dans la réalité, les choses et les événements soient momentanés et transitoires, donc les choses produites, ouais, nous avons tendance dans la vie de tous les jours à les considérer comme durables et permanents. Donc durable, en effet, c'est là où ça pose beaucoup de questions, durable. Qu'est-ce qui dure vraiment au sein de l'impermanence? Qu'est-ce qui dure vraiment au sein de l'impermanence? C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que c'est très difficile. C'est-à-dire que si on a cette table, on dit cette table, elle est impermanente, donc elle est constituée. La table elle-même, c'est un continuum, on est d'accord. Il y a la table d'aujourd'hui, la table d'hier, etc. Et la table d'aujourd'hui, elle est constituée de la table de ce matin, la table de ce soir, etc. La table de ce soir, elle est constituée de la table de quelques minutes, et les minutes elles-mêmes sont divisées en secondes, etc. Donc la table d'un instant infinitésimal doit nécessairement disparaître pour laisser place à la table de l'instant d'après. Ouais. Donc le problème, c'est que si on considère que cette table, c'est cet instant précis, à ce moment-là, elle cesse d'exister et une toute nouvelle table, toute neuve, arrive à l'instant d'après. Mais le problème, c'est qu'elle est pas... Ce qui dure, c'est peut-être l'impermanence elle-même. Hein. Oui, et en effet, il faut que l'impermanence puisse durer, il faut que les phénomènes qualifiés par l'impermanence durent. Ouais. C'est-à-dire que si on prend un instant infinitésimal de cette table, l'impermanence de cet instant infinitésimal va nécessairement disparaître avec cet instant infinitésimal, non? Ouais. Et donc va laisser place à un instant totalement neuf, nouveau, etc. Sauf que la table, elle ne rajeunit pas. Donc ça veut dire que l'instant d'après de cette table peut avoir une craquelure en plus, va de toute façon être un instant plus vieux que l'instant d'avant. Donc c'est ça qui fait qu'une table vieillit, ouais. Mais elle dépend de ce qui était avant quand même. Exactement, il doit y avoir une dépendance. Il doit y avoir une dépendance. Mais les Sautrantika et les Vaibhashika, c'est plus compliqué pour eux d'affirmer ça parce que ils vont dire que cet instant infinitésimal existe par ses propres caractéristiques et il a sa nature propre, il a sa durée propre, il a sa localisation propre, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est difficile de parler du continuum, de dire qu'en effet, cet instant dépend de l'instant d'avant. Parce que soit ça dépend, soit ça ne dépend pas. Et donc, si ça a une existence par ses propres caractéristiques, ça ne peut pas dépendre. Parce que exister par ses propres caractéristiques, ça veut dire exister de manière indépendante. Et donc, dans ce cas-là... C'est ce qu'ils disent. Ouais. Et donc là, en effet, ça ne joue pas. Ça ne peut pas jouer. L'existence indépendante, l'existence inhérente ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que le continuum peut fonctionner uniquement dans l'existence dépendante. Ouais. Uniquement dans l'existence. Tout peut fonctionner uniquement dans l'existence dépendante. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment la clé de la compréhension du Madhyamaka et du Prasangika en particulier. De dire que ce soit permanent ou impermanent, que ce soit une chose, que ce soit une personne, que ce soit individuel, pluriel, etc., ça doit nécessairement dépendre. Elle vient de rentrer. Ça doit nécessairement dépendre. Ouais, tout le monde est d'accord? Ok. Donc transitoire durable. Donc qu'est-ce qui dure vraiment? On peut se poser la question aussi. Est-ce que la table dure? La table de l'instant d'avant est déjà finie et la table de l'instant d'après n'est pas encore venue. Donc qu'est-ce qui dure vraiment? C'est simplement notre croyance qui dure, qui perdure même. Ça serait perdure parce qu'elle peut s'arrêter quand même. Oui. Mais qui va perdurer un certain temps. La croyance que donc c'est en fin de compte lié à nos cognitions aussi qui ne sont pas suffisamment puissantes pour voir le changement. Oui. Et également la conscience mentale qui nous fait croire que... Oui. Parce qu'en même temps, le changement implique la durée. Ouais. Si un instant est infinitésimal, il ne peut pas changer. Ouais. Il ne peut pas avoir un début, un milieu et une fin. S'il est, sans partie. Et donc, le changement implique la durée. Ça veut dire que, en effet, si on a une fleur qui est en train de faner, etc., ce changement implique que cette fleur dure suffisamment de temps pour pouvoir faner. Ouais.
Donc il faut malgré tout la durée. Ça veut dire que l'impermanence implique la durée d'un certain point de vue. Et donc ça, c'est possible que dans le sens de l'interdépendance. C'est-à-dire que l'impermanence dépend des phénomènes impermanents. Ces phénomènes impermanents dépendent de leur durée dépend des phénomènes eux-mêmes, des causes qui ont précédé tout ça, etc. C'est toujours dans le règne de la dépendance, ouais. Vous êtes d'accord? Donc il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Et donc Sainte dit, c'était où? C'était dans la vie de tous les jours, les considérer comme durable et permanent. Donc durable, en effet, durable, on peut accepter le fait de durer au sein de l'impermanence. Mais la permanence, par contre, là, c'est directement contredit par l'impermanence. Soit on est impermanent, soit on est permanent. On ne peut pas être les deux, ouais. Ouais. Une question, si on prend l'exemple d'une fleur, on a dit, voilà, la fleur à un instant précis, on va dire si on prend une photo. On prend une photo, à cet instant précis, la fleur est comme elle est. Du coup, on pourrait dire, alors même si un instant dépend d'un autre instant par rapport à la durée, chaque instant, on va dire, est, alors c'est pas qu'elle est indépendante de l'autre, mais presque, c'est-à-dire on pourrait prendre des photos d'une certaine façon et donc on le fige. Donc cet instant, on pourrait dire qu'il est indépendant de celui d'avant parce qu'il est entièrement, on va dire, je sais pas, là, si je prends une photo, il dépend entièrement de ce moment précis, et donc il sera toujours comme ça à ce moment précis, mais il ne restera quand même pas. Donc, en fait, il y a une dépendance quand même, tout en sachant que chaque partie est, on a l'impression qu'elle est individuelle et propre à elle-même. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, c'est ce sentiment-là que j'ai du coup, mais en fait, elles sont quand même reliées tout en étant peut-être figées à un moment donné. Oui. Bien que la photo soit impermanente aussi, parce qu'elle ne va pas rester. La photo va se dégrader aussi. Oui, mais si on regarde à ce moment précis, on va dire à 10h01 et, ou je sais pas, 45 secondes et des millièmes et blablabla et blabla, à un moment donné, on va avoir la fleur qui est dans cet état-là. Mais cet état-là, on ne pourra jamais le changer. C'est-à-dire, elle sera toujours à telle heure, elle aura toujours cet état-là. On ne peut pas changer ça, en fait. Sauf qu'elle aura été fait qu'elle n'existe plus. De quoi? Tu l'as dit toi-même, je pense. Oui. À cet instant précis, à 10h, la fleur était comme ça, mais on n'est plus 10h, donc ça n'est plus. Oui, mais à 10h, ça sera toujours la fleur, à cet instant-là, elle sera toujours comme ça. Parce qu'elle est, en fait, cette heure-là, elle est propre à elle-même, c'est-à-dire tu ne peux pas, elle dépend de ce qui va venir avant et après, mais il n'empêche que cette heure-là, elle est, je sais pas, moi, elle est propre à elle-même. Tu ne peux pas, on peut pas dire qu'elle est, je sais pas, mais il n'y a pas autre chose. Elle est là, point. Mais en même temps, enfin, je sais pas. C'est un regard, j'ai l'impression, c'est un regard comme si on était Dieu, qu'on se décalait au niveau du temps et de l'espace, et Oui, qu'on avait c'est ce ça. pouvoir magique de dire, tiens, je vais retourner, je vais regarder à 10h, ah, la Mais tu fleur ne est peux comme pas. ça. Ah, Tu ne mais peux non, pas, mais cette heure-là, elle est quand même propre à elle-même. Tu oui. pourras jamais dire que la fleur, elle sera au niveau cellulaire, elle sera comme ça, point. On ne pourra pas dire qu'elle est autrement. Pourtant, elle est changeante. Donc, c'est le Enfin, je ne sais pas regard si je suis clair, mais voilà. C'est un regard Vibhashika et Sautrantika aussi, ça veut dire qu'ils font cette même analyse. Et ils disent en effet, les instants constitutifs sont vraiment propres à eux-mêmes. Ils ont leurs propres caractéristiques. Bien sûr qu'ils passent les uns après les autres, et donc à un moment donné ils sont là, à un moment donné ils ne sont plus là. Mais au moment où ils sont là, ils sont vraiment spécifiques, et ils existent par leurs propres caractéristiques, etc. Et donc c'est le regard Vibhashika et Sautrantika. Bon, ok. Mais c'est normal d'avoir ce regard-là, parce que c'est tout ce qu'on fait. Quand on analyse, moi je me souviens il y a des années, quand j'essayais d'analyser ce que disait Nagarjuna, etc., par rapport au mouvement, le deuxième chapitre du traité du milieu. J'essayais de voir, mais comment est-ce qu'avance une voiture? Comment est-ce qu'une voiture avance sur la route, etc. Et donc, son mouvement sur la route doit nécessairement être dû à des phénomènes qui doivent exister de leur propre côté, nécessairement. Donc, le moment à 10h01, 45 millièmes, etc., où la voiture est à ce niveau-là, et après l'autre moment où la voiture est à ce niveau-là, et après l'autre moment où elle est à ce niveau-là. Mais si on analyse, on zoome encore et encore,
C'est impossible à trouver. Parce qu'au moment où on trouve ce truc infinitésimal, est-ce que la voiture est en train de bouger? Bien sûr. Si, elle bouge. Là où on a la fleur à l'instant T, etc., prise par la photo, est-ce qu'elle est figée? Cet instant T, il est... si on imagine qu'on revient en arrière et qu'on revient sur cet instant T de la fleur qui est en train de faner, etc., on trouve cet instant vraiment infinitésimal. Est-ce que la fleur est en train de faner à ce moment-là? La flèche n'atteint jamais sa cible. Si. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans un instant infinitésimal, c'est-à-dire que c'est pareil, si on se pose la question où est-ce qu'on en est dans le livre, on va dire, ben voilà, on est à la page 63 ou page 64, au milieu de la deuxième phrase, etc. Mais est-ce qu'on est en train de lire le livre au moment où on dit où est-ce qu'on en est? Non, on est en train de lire un mot, et même pas un mot, même la moitié d'un mot, on en est juste à une lettre. Et lire une lettre, est-ce que c'est lire un livre? Lire une syllabe ou lire un trait qui est sur une feuille blanche, est-ce que c'est lire un livre? Non, ça veut dire qu'on a fait un arrêt sur image, et cet arrêt sur image, comme son nom l'indique, c'est un arrêt. Donc il n'y a plus d'impermanence dans ce cas-là, il n'y a plus de mouvement, il y a plus de... On est dans le statique d'un certain point de vue. Et donc il faut à tout prix que cet instant qu'on vient de prendre en photo cesse nécessairement pour laisser place à un autre. Ouais. Mais quand cesse-t-il et quand vient l'autre, là c'est très compliqué aussi parce que si on zoome, on garde notre zoom, notre scalpel du discernement, on continue de zoomer. On dit ok, je viens de terminer cette page et j'en suis à l'autre, etc. Mais où finit la page et où commence l'autre, c'est très difficile au moment de la temporalité. Quand on prend cette photo de cette fleur en train de faner et juste après, l'instant d'après, on prend une autre photo, où commence cet instant? Est-ce qu'il y a un intervalle entre les deux ou pas? S'il y a un intervalle, ça veut dire qu'on n'est pas au second instant, on est au troisième. Et s'il n'y a pas d'intervalle, l'instant d'avant et l'instant de maintenant se touchent. Ouais. Mais cet intervalle-là, c'est l'histoire des pensées. Quand on a une pensée, on a une autre pensée, il y a un intervalle entre deux pensées. Ouais. Et bien, en fait, tout le problème est on ne peut pas rentrer dans cet intervalle. C'est ça le gros souci. Parce que si on pouvait rentrer dans l'intervalle entre deux pensées, quelle que soit la durée, eh ben, je pense qu'on découvrirait quelque chose. Mais en fait, on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire ça. Donc, du coup, entre l'intervalle et l'autre intervalle, ben oui, il y a, je sais pas, il y a quelque chose, il n'y a pas, je sais pas, non, il y a rien, je sais pas. Mais on n'y arrive pas parce que c'est pas la réalité, Oui. simplement. C'est Alors, que ça n'existe pas. Ouais. Les choses sont pas si séquencées que ça. En fin de compte, on nous a trompés depuis le début en maths avec les parenthèses et les crochets. Alors, normalement, c'est faisable. Normalement, d'observer l'esprit quand il n'y a pas de pensée, normalement, c'est faisable. Si on écoute des gens qui méditent, etc., sur l'esprit, normalement, c'est faisable. Mais ça pose toujours la même question de l'intervalle, en fait. Quand on médite sur l'esprit, c'est pareil. C'est un continuum temporel, etc., exactement comme la fleur qui fane ou la voiture qui avance sur la route, ou la lecture d'un livre. Mais si on regarde vraiment ce qui se passe, si on regarde au-delà de la simple apparence conventionnelle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plus rien. On trouve plus rien. C'est-à-dire que même au niveau de la conscience, par exemple, le magnifique traité sur le Mahamudra du premier Pancharipotier, qui est incroyable, qui dit, OK, au début on médite sur la nature de l'esprit, la nature conventionnelle, la clarté cognitive de l'esprit, et ensuite on s'attaque à la nature ultime de l'esprit. Dans ce cas-là, impossible de trouver un continuum, impossible de trouver l'esprit, etc., etc. On ne trouve que la vacuité. Donc ça veut dire que oui, plus on va zoomer, moins on va trouver. Les Vaibhashika, les Sautrantika veulent à tout prix trouver, parce que pour eux, c'est ce qui constitue les briques de notre univers, les briques temporelles et les briques matérielles. Et donc ils doivent trouver quelque chose. Et on a tendance à vouloir trouver quelque chose. C'est choquant de ne rien trouver quand on cherche et qu'on se dit mais finalement la voiture n'avance pas. Finalement, la voiture n'avance pas. Il n'y a pas de fleurs qui fanent si on cherche ultimement, parce qu'on est juste sur un instant.
Et comment faner pourrait se dérouler sur un seul instant infinitésimal? Comment avancer en voiture pourrait se dérouler sur un seul instant infinitésimal? On va dire à ce moment-là, c'est sur plusieurs instants. Mais comment fonctionnent ces plusieurs instants? Comment l'un laisse place à l'autre? Est-ce qu'ils se touchent ou pas? Et là, on ne trouve plus rien. C'est le souvenir qui fait peut-être le lien. Le souvenir, en effet, l'esprit doit nécessairement entrer en ligne de compte. Nécessairement. C'est-à-dire que de son propre côté, c'est impossible à trouver. Si on zoome vraiment, si on se dit, mais où est l'intervalle? Combien de temps dure un intervalle? Est-ce qu'un intervalle et un autre se touchent ou pas? S'ils se touchent, ça veut dire que la fin du premier et le début de l'autre occupent le même espace, le même temps. Ouais. Et c'est ce que fait Shantideva quand il analyse le contact dans la suite du texte. Si vous posez une tasse sur une table, conventionnellement, c'est tout à fait possible. Votre ordinateur est posé sur la table, tout va bien. Mais maintenant, si on se pose la question, OK, qu'est-ce qui entre en contact avec quoi? Est-ce que c'est un atome de l'ordinateur qui entre en contact avec un atome ou plusieurs atomes, etc. Mais si on se pose la question, si on zoome encore, est-ce que c'est une partie d'un atome? Est-ce que c'est la surface d'un atome qui entre en contact avec la surface d'un autre atome ou pas? S'il y a un intervalle, il n'y a pas de contact. S'il n'y a pas d'intervalle, une partie de l'atome de l'ordinateur et une partie de l'atome de la table occupent le même espace. Donc il n'y a pas de contact parce que c'est la même chose. Je vois Rachel un petit peu en train de douter. Mais c'est normal, il faut douter, remettre en question. Il ne faut pas prendre pour avoir compris ce que je suis en train de dire, surtout pas. Surtout pas accepter tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est très important de se poser la question, de se dire, OK, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment là? Est-ce qu'il y a le contact qui existe de son propre côté? Est-ce que l'impermanence, le changement, les intervalles temporels, les intervalles spatiaux, etc., est-ce que ça existe vraiment? Vraiment, ça veut dire de son propre côté. C'est ça que ça veut dire, ouais. Et si on ne trouve rien, ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non. Puisqu'on peut très bien poser un ordinateur sur une table, conventionnellement, ouais. En dépendance d'une conception, d'un souvenir, d'un concept, etc., etc., en dépendance d'une désignation conceptuelle. Sans la désignation, c'est impossible de trouver l'objet. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est la loi de non-contradiction. Ouais, on est obligé de l'accepter en logique. C'est-à-dire que soit une table existe, soit elle n'existe pas. Soit elle est impermanente, soit elle n'est pas impermanente. Soit elle existe de son propre côté, soit elle n'existe pas de son propre côté. Ça ne peut pas être l'un et l'autre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on est obligé de choisir. Soit la porte est ouverte, soit elle est fermée. Ouais. Alfred de Musset. Exactement, Alfred de Musset. Il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. Exactement. Oui, mais enfin, le chat de Schrödinger, il est mort et vivant aussi. Alors en fait, il n'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Hein, potentiellement. Ouais. Il est ni l'un ni l'autre, en réalité. C'est pas qu'il soit l'un et l'autre. Non. Ouais. Ça veut dire que potentiellement, il est potentiellement l'un et l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Enfin, tu ne peux pas dire qu'il est ni l'un ni l'autre parce qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand tu dis qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, tu ne peux pas dire il est ni l'un ni l'autre. Tu comprends? Oui, ça veut dire que de son propre côté, il n'est ni l'un ni l'autre. Parce que le chat de Schrödinger, c'est la physique quantique. Donc, c'est d'essayer de chercher les choses de leur propre côté aussi, en fait. Et en fait, on ne peut pas trouver ultimement un chat qui soit mort et ultimement un chat qui soit vivant. C'est impossible. C'est-à-dire que ultimement, il n'est ni l'un ni l'autre. Mais conventionnellement, il doit être l'un ou l'autre, nécessairement. Ouais? Oui, tout à fait. Excellent. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est que la physique quantique, c'est vraiment se poser la question, OK, au-delà de la physique ordinaire, qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver? Donc vraiment, ça veut dire de son propre côté, sans dépendre d'une mesure, sans dépendre d'un instrument, etc. Impossible. Ce n'est qu'une potentialité. Voilà. Et donc une potentialité, ça veut dire que il n'y a pas le truc qui est là. Un électron potentiel, c'est pas un électron. Non, mais c'est ça qui est assez passionnant dans la physique quantique et aussi l'interaction entre la conscience et la onde matière, etc. Ça, c'est fabuleux aussi. Exactement. C'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est aussi choquant que Nagarjuna. C'est-à-dire que si on cherche vraiment où est le truc là, vraiment de manière objective, parce que ça, c'est le paradigme de la science, c'est qu'on doit trouver quelque chose d'objectif.
Si c'était uniquement subjectif, bah, ce serait une science un petit peu comme on peut voir en ce moment, etc. La science doit être objective. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on va essayer de chercher quelque chose qui soit objectif, etc. Mais dans le cas de l'introspection, dans le cas de la méditation, dans le cas des sciences humaines comme la psychanalyse que tu connais bien, Dominique, dans ce cas-là, c'est impossible de dire que ça existe de son propre côté. Et la physique quantique, c'est pareil. Donc c'est pour ça que c'est choquant, parce qu'on a tellement l'habitude de se dire ça doit exister là et on doit avoir un regard objectif. Mais le problème, c'est que si ça avait une existence objective, ça veut dire qu'on doit trouver dans l'objet. Plus on va le chercher, plus on va le trouver. Et c'est tout le contraire. Plus on le cherche, moins on le trouve. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut dézoomer pour pouvoir voir le truc, pour pouvoir voir le paysage. Si on cherche vraiment ce qu'est un paysage dans ses parties constituantes, qu'est-ce qu'on voit? Des cailloux, des brins d'herbe, etc. On ne trouve pas de paysage. Des molécules, des particules, etc. Mais une particule n'est pas un paysage. Donc c'est là où plus on va zoomer, moins on va trouver, moins on va zoomer, plus on va trouver. Ouais. Mais ça veut dire que ça n'existe pas de son propre côté de manière purement objective. Ça veut dire que ça dépend nécessairement d'un sujet qui l'appréhende. C'est ça. Ouais. Parce que ça existe. C'est ça qui est intéressant, c'est que les Sautrantika et les Vaibhashika disent si on ne peut pas le trouver ultimement, ça n'existe pas. Et les Madhyamika ou les Prasangika en particulier vont dire ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas ultimement que ça n'existe pas. Ça n'existe pas ultimement, c'est tout. Voilà. Ça existe conventionnellement, mais ça n'existe pas ultimement. On n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, on dit que ça n'existe pas ultimement, de manière objective, de son propre côté. Ça n'existe pas de manière indépendante. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Au contraire, ça existe de manière dépendante, subjective, interrelationnelle, etc., etc. Ouais. Excellent, c'est magnifique. Ouais, parce que là, justement, j'ai une petite phrase, dont c'est des mots inspirants d'Albert Einstein. Je ne sais pas où je l'ai trouvé, cette histoire. Et puis, il dit, donc, je ne sais pas si c'est vrai, hein, concernant la matière, nous avons eu tout faux. Ce que nous avons appelé matière est une énergie dont la vibration a été abaissée au point d'être perceptible par les sens. La matière est l'esprit réduit au point d'être visible. Il n'y a pas de matière. Donc là j'arrive à comprendre enfin, ce que vous dites aussi les uns les autres par rapport à ça. Ouais. C'est vraiment tout le problème de la physique quantique avec la matérialité des choses. Tu peux pas passer ta main au travers d'une planche simplement parce qu'il y a une vitesse telle, disons, et tout ça que tu... Mais ça, tu n'as pas de matière en réalité. Enfin, oui, je comprends. Voilà. Exactement. Et là, dans cette citation d'Einstein, on pourrait rajouter matière grossière. Ouais. Voilà, matière parce que grossière. Dans la matière subtile, on peut, à la rigueur, on peut passer à travers les gaz. Là, les gaz, il y a de l'air autour de nous, etc. La matière est là. C'est de la matière, les gaz. Ouais. Donc, on peut passer à travers les gaz ou à travers l'énergie subtile, dans les souffles, du point de vue tantrique, etc. Mais quand c'est de la matière grossière, en effet, dans ce cas-là, en effet, c'est suffisamment grossier pour qu'on puisse l'appréhender et en effet interagir avec. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. C'est génial. Très bien. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Ah ouais. Ouais? Ok, super. Donc, on va essayer d'arriver jusqu'à mérite et renaissance. Ça, c'est très, très important parce que justement, c'est pour voir ce que veut dire voie médiane. Ouais, la voie médiane. C'est très important de voir qu'on échappe à l'absolutisme et au nihilisme. Donc, sa sainteté disait, ok, permanent, cela ne suffit pas pour invalider le fait que les choses et les événements soient transitoires et périssables. C'est-à-dire qu'ils le sont conventionnellement. Donc ainsi, il n'y a pas de contradiction selon les Madhyamika à maintenir la position selon laquelle les choses et les événements sont au niveau relatif impermanent, alors qu'au niveau ultime, ils ne possèdent pas cette caractéristique. Ouais. Donc c'est ce qu'on disait juste à l'instant. C'est-à-dire que les choses n'existent pas ultimement, ne sont pas ultimement impermanentes, contrairement aux Sautrantika qui disent que la définition d'une vérité ultime, c'est d'un Dhambar de Djenupetche, un phénomène qui a ultimement la capacité d'opérer une fonction. Les Prasangika disent rien n'a ultimement la capacité d'opérer une fonction. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Donc, si toute chose qui contredit notre bon sens est considérée comme non valide, alors la connaissance méditative de l'impureté de notre corps, au sens où il est composé de substances impures telles que le sang, les os, la chair, devient également non valide. C'est-à-dire que
tout n'est pas au même niveau. Il y a des erreurs extrêmement grossières, le fait de considérer la flamme d'une bougie comme étant la source du bonheur, etc., etc. C'est des erreurs extrêmement grossières. On ne peut pas se fier à ce type d'erreurs pour décrire le monde tel que nous le vivons, etc. Très bien. Car dans notre perception de tous les jours, nous nous sentons souvent attirés par un corps magnifique, ce qui nous le fait considérer comme désirable, parfait et en un certain sens pur. Exactement. C'est un petit peu ce que disait Spinoza. Les choses ne sont pas... nous n'aimons pas les choses parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Ouais. Très bien. Et donc, mérite et renaissance. Les réalistes rétorquent ensuite que selon les vues des Madhyamika, l'accumulation de mérite devient impossible. Et donc, ici, Véhicule fondamental dit si selon vous, le Bouddha lui-même est une illusion, quel mérite pouvez-vous tirer de son culte? Et donc, les Madhyamika, le même mérite que l'on peut tirer du culte d'un Bouddha intrinsèque. Donc, ça veut dire que les essentialistes vont dire le Bouddha existe de manière inhérente. Les mérites existent de manière inhérente, le fait de rendre hommage au Bouddha, ça engendre des mérites, etc. Le fait d'être bienfaisant vis-à-vis des êtres, ça engendre des mérites. Et donc pour eux, c'est des mérites intrinsèques, les êtres intrinsèques, le karma intrinsèque, etc. etc. Et nous, on va dire, nous accumulons des mérites semblables à l'illusion en fonction des êtres semblables à l'illusion ou du Bouddha semblable à l'illusion, et nous qui sommes semblables à l'illusion, etc. etc. Ouais. C'est-à-dire que l'accumulation de mérites fonctionne d'une manière ou d'une autre. Sauf que si on prenait le point de vue des essentialistes, ça ne pourrait pas fonctionner parce qu'un karma qui existe de manière inhérente, ça veut dire qu'il est de manière indépendante, qui ne dépendrait pas d'une préparation de l'acte, d'une motivation, d'un être qui est là, etc., etc. Ça ne dépendrait de rien si c'était inhérent. Alors que quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est accumulé, qui grandit, qui s'accroît, etc., etc., doit nécessairement dépendre de quelque chose. Ouais. Très bien, pour faire grandir une pousse, une fleur, etc., on a besoin d'eau, de terre, de lumière, etc. Donc c'est nécessairement en dépendance que l'accroissement arrive. Et donc là c'est pareil, l'accroissement de mérite, le développement de bienfaits, de vertus, etc., c'est nécessairement en dépendance d'autres choses. Nécessairement. Ça ne peut pas exister de manière indépendante. Ouais. Ça ne fonctionne pas quand c'est indépendant. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 24, quand les réalistes lui disent « Mais si vous acceptez la vacuité, à ce moment-là, rien ne fonctionne. Les 4 nobles vérités ne fonctionnent pas, les Aryas n'existent pas, les 3 joyaux ne fonctionnent pas, etc. etc. » Et lui, il leur dit « C'est si vous acceptez l'existence inhérente, si vous refusez la vacuité d'existence inhérente, que rien ne peut fonctionner. » Ouais. Parce qu'un effet qui ne dépendrait de rien, qui serait intrinsèque, soit il serait produit en tout temps, soit il ne viendrait jamais à l'existence. Ouais, parce que s'il était indépendant, quel besoin de cause pour l'engendrer? Si un thé au jasmin existait de manière inhérente, il n'y aurait pas besoin de faire chauffer l'eau, d'avoir du jasmin, d'avoir du thé, etc., etc. Il existerait de son propre côté, de manière inhérente. Donc soit il aurait existé depuis toujours, ou soit on pourrait avoir autant de causes et de conditions qu'on veut, ça ne ferait pas en sorte qu'il puisse être produit, puisqu'il existerait de toute façon de manière indépendante. Ouais. Ça vous parle? Oui. Ouais. Génial, c'est super. Franchement, c'est super. Très bien, donc on va essayer au moins d'aller jusqu'à quelques passages après. Ok, donc si même les Bouddhas sont comme des illusions, donc ne sont pas des illusions, sont comme des illusions, ouais. Et par conséquent non réels sur le plan ultime, comment pouvons-nous affirmer qu'en vénérant des objets de refuge tels que les Bouddhas, nous pouvons accumuler des mérites? À cela, les Madhyamika répondent que tout comme les réalistes croient que le fait de révérer un Bouddha intrinsèquement réel permet d'accumuler des mérites intrinsèquement réels, de même, dans leur propre système, rien ne leur interdit de dire que le fait de vénérer un Bouddha semblable à l'illusion permet d'accumuler des mérites semblables à l'illusion. Il n'y a aucune contradiction. Ainsi, leur rejet de l'existence intrinsèque n'est pas une réfutation de la possibilité d'accumuler des mérites. C'est ça qui est très important. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce que dit Lama Tsongkhapa à un moment donné dans le Lamrim intermédiaire. Il dit que les réalistes, les essentialistes ne font pas la différence entre exister et exister de manière indépendante. C'est-à-dire que pour eux, exister renvoie au fait d'exister de manière inhérente, indépendante, etc. Et ils ne font pas non plus la différence entre l'absence d'existence inhérente et l'absence d'existence, forcément. Ouais.
Pour eux, si on leur dit vacuité, ils comprennent vacuité d'existence tout court. Parce que pour eux, l'existence et l'existence inhérente, c'est pareil. Donc si on réfute l'existence inhérente, bah, pour eux, ça réfute l'existence. Et donc on est nihiliste. Ok, les réalistes soulèvent alors une autre objection. Mais si un être est illusoire, comment peut-il mourir et renaître? Ça, c'est la grande question. C'est la question à 100 000. Qui renaît? Qu'est-ce qui renaît? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, non, mais ça, c'est le gros problème. Moi, c'est mon problème depuis que je commence à travailler ça, c'est ce problème du continuum, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui est très, très difficile à me représenter. Oui. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qui renaît? Parce que si on dit, OK, les agrégats de cette vie, imaginons je meurs là dans la minute. La dernière fois, c'est une coupure de courant. Là, ça pourrait être, là, ça pourrait être une rupture d'anévrisme. La dernière fois, c'est une coupure de courant. Et donc, je serais figé, mais d'une autre manière. Et donc là, crise cardiaque, etc. Je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a les dissolutions, les unes dans les autres, etc., etc. L'élémentaire se dissout dans l'élément haut dans le feu dans l'air, etc., l'air dans la conscience, les apparences, etc. Paf, il y a plus tout ça. Il n'y a plus cette connexion entre le corps et la conscience. Ouais, donc le corps, à la rigueur, c'est plus facile. On peut le voir, dépérir, etc. C'est plus facile. Pour la conscience, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais si on accepte une conscience subtile, à ce moment-là, on peut se dire qu'en effet, elle peut se passer d'un corps grossier, puisqu'elle est à un niveau subtil, donc elle peut se passer du niveau grossier, elle peut être accompagnée par de la forme subtile, qui sera le souffle extrêmement subtil, ce qu'on appelle le prana subtil. Le souffle extrêmement subtil va accompagner la conscience très subtile, etc. Donc en fait, de ce point de vue-là, ça peut être accepté plus facilement du point de vue des tantras supérieurs. Mais si on n'accepte pas ça, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y a une conscience mentale. Dans les sutras, on va dire ça, on va dire qu'il y a une conscience mentale qui est quand même plus subtile que la conscience de grossière. Par définition, elle sera plus subtile et elle sera associée à un corps de l'état intermédiaire, etc., etc. Mais au moment de la mort, c'est là où ça peut poser question. Au moment de la mort, c'est pas très bien expliqué dans les sutras. Il y a des explications, bien sûr, mais c'est surtout dans les tantras supérieurs qu'on explique ça. Donc ce continuum, c'est ça qui permet que, en dépendance de ce continuum de la conscience et de l'esprit extrême, de la conscience et du souffle extrêmement subtil, qu'on va désigner un jeu. Ouais. Et donc, ça va dépendre. Oui. Ça va dépendre des écoles aussi, non? Oui, exactement. Là, c'est l'école du Prasangika Madhyamika, donc de Shantideva. C'est-à-dire que pour les autres écoles, pour toutes les autres écoles, si on cherche où est le jeu, on doit trouver quelque chose. L'Atman. Par exemple. L'Atman des hindous. Oui. Pour les non-bouddhistes, oui, là, on va trouver l'Atman. Pour les bouddhistes, on ne trouvera pas l'Atman, parce que toutes les écoles bouddhistes acceptent l'Anatman, l'absence d'Atman, ouais. Mais pour les non-bouddhistes, en effet, ils vont accepter l'Atman. Ils vont dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit permanente. Il faut qu'il y ait un Atman, une identité, quelque chose qui soit au sein de la personne, qui serait la personne, au sein des agrégats, quelque chose qui serait la personne et qui passe de vie en vie et qui serait permanent parce que ils vont dire ce problème de la temporalité qu'on évoquait précédemment. On avait dit, voilà, si ça change d'instant en instant, il y a quelque chose de tout neuf qui arrive juste après. Et eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, si la personne n'était pas permanente, quelqu'un accumulerait du karma au cours d'ères cosmiques par le passé, et une autre personne totalement nouvelle éprouverait les fruits de ce karma. Les effets, oui. Oui, exactement. C'est comme si quelqu'un bossait pendant un mois et une autre personne venait récupérer votre salaire. Le salaire. Et donc, c'est pourquoi ils disent, non, il faut qu'il y ait une personne qui soit permanente. Comme ça, c'est la personne qui bosse pendant un mois et la personne qui récupère son salaire. Elle ne change pas, elle est permanente. Non, mais les Prasangika, ils règlent le problème. Enfin, moi, dans ce que j'ai compris, c'est-à-dire dans ce que j'ai rien compris, ils règlent le problème par le continuum. OK. Exactement. Mais c'est quoi ce continuum de conscience? Voilà. Ouais. Donc, c'est une généralité qui est constituée de plusieurs de ces instances qui se succèdent les unes les autres. Donc, on a un
qui reste individuel, ce continuum. C'est ça le Oui, problème. oui, oui, tout à fait. C'est ça mon problème, moi qui ai un continuum. Mais que ça reste individuel. C'est quand même très curieux, cette histoire. Oui. Pourquoi ça ne pourrait pas l'être? Non, mais pourquoi ça l'est? Parce que si ça l'est, voilà, non, parce que finalement, eh oui, si effectivement il y a un karma qui est lié à ce continuum, hein, si j'ai bien compris, donc ce continuum, il est quoi? C'est une vérité conventionnelle, ce truc? Ah oui, oui, nécessairement. Pour les places Anghica, oui. Donc, Ouais. nécessairement. Donc, c'est une vérité conventionnelle. Donc, cette vérité conventionnelle, quand à ce moment-là, le mec est éveillé, il a quand même toujours un continuum. Oui. Alors, Et c'est donc? terrible, ça. Mais alors, il y a quand même, le mec, il est éveillé, il se balade avec une vérité conventionnelle, ça va pas du tout. Ah, mais oui, parce que vérité conventionnelle, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour la tradition Gelupa, quand on interprète Acharya, Nagarjuna, Chandrakirti, etc., les vérités conventionnelles ne sont pas des objets d'abandon. Les vérités conventionnelles ne sont pas des objets d'abandon. Pour les autres écoles, Gorampa, dans les traditions Kagyupa, Nyingma, et peut-être même Sakya aussi, oui, pour certains maîtres Sakyapa. Si on regarde, si vous lisez par exemple The Two Truth Debate, c'est un magnifique bouquin, The Two Truth Debate, il explique justement ces débats entre Gorampa d'un côté et puis d'autres maîtres, Nyingma, Sakya, Kagyu, etc., et la Matsongkhapa. Et donc c'est là où on voit qu'en effet, pour les autres tenants, les vérités conventionnelles sont des objets d'abandon. Ce qui doit rester à la fin, en fait, on a pince-mi et pince-moi. Pince-mi tombe à l'eau, pince-moi. C'est un peu comme ça, moi je l'avais compris quand même dans la perception directe de la vacuité et puis dans l'état au-delà au-delà du boulot, quoi, au-delà des peines. Moi j'avais compris que on était la vacuité, enfin, qu'il n'y avait pas, voilà. Et je ne sais pas comment situer cette histoire de continuum de conscience, tu vois. Alors, si on devient la vacuité, si on est la vacuité, on cesse d'être une personne, puisque la vacuité est permanente. Oui, donc, a priori, on ne cesse pas. Hein. A priori, enfin, ils ne cessent pas quand ils sont arrivés à être réveillés, tout ça, ils ne cessent pas, y compris Bouddha. Ouais. Donc, moi, ça me pose un vrai. Moi, à 4 heures du matin, j'étais là-dessus, c'est marrant. Ouais. C'est pas possible, ce truc, quoi. Le truc qui n'est pas possible. La continuité. Je confirme. Je vois qu'il y a pire que moi. Qu'est-ce que tu dis, Rachel? Je dis, je vois qu'il y a pire que moi. J'ai arrêté à 3 heures. Oui, je suis une pire de ce côté-là, parce que franchement, ça, c'est un truc ça me travaille vachement, quoi, ce truc-là. Et à un moment donné, ça pose la question à un moment donné, hein, la continuité du moi. Je ne sais plus à quelle page, mais tu pourras regarder peut-être. Ah, si c'est là. Oui, la nature et l'existence du moi, etc. À un moment donné, Sainte pose la question vers la fin, dans la deuxième moitié du livre. Et donc, on peut en effet se poser la question. En fait, en effet, une vérité conventionnelle n'est pas un objet d'abandon. C'est ça qu'on avait vu une fois précédente. On avait dit, OK, la table. Est-ce que la table est une vérité ultime ou une vérité conventionnelle? Une vérité conventionnelle. Une vérité conventionnelle, OK. Très bien. OK. Vérité conventionnelle. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire vérité conventionnelle? Vérité conventionnelle, ça veut dire qu'elle est vraie au regard de notre ignorance, qu'on l'aperçoit comme existant de manière inhérente. Exactement, tout à fait. Ça veut dire qu'en effet, la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente, alors qu'elle est dénuée d'existence inhérente. Ouais, donc elle apparaît et elle est même saisie par notre ignorance exactement telle qu'elle nous apparaît. Elle nous apparaît comme existant de manière inhérente, et donc on la saisit comme existant de manière inhérente. Donc c'est une vérité conventionnelle. Très bien. Est-ce que c'est son existence inhérente qui est saisie par l'ignorance ou est-ce que c'est la table? Non, c'est la table qui est saisie par l'ignorance. Enfin, la table en saisit une existence qui serait inhérente. Voilà, on saisit l'existence inhérente de la table, ouais. Oui. Très bien. Donc la table elle-même n'est pas établie par l'ignorance. La table est établie par la cognition valide. Oui, exactement, tout à fait. Donc pas du Voilà. tout par l'ignorance, en effet. Donc l'existence inhérente, la supposée existence inhérente, elle est établie, ou une table existant de manière inhérente, ça c'est établi par l'ignorance. Une table existant de manière inhérente, ouais, ou une table inhérente. Ouais.
La table, elle est validée par la cognition valide conventionnelle. Mais une table inhérente, ça, c'est saisi par l'ignorance, ouais. Tout à fait. Oui. Ou l'existence inhérente de la table, comme vous voulez. Très bien. C'est-à-dire que quand on se réveille du sommeil de l'ignorance, qu'est-ce qui va cesser? Ce qui va La cesser, table. c'est l'aspect inhérent. Très bien, mais la table, Ben, la table, elle aura l'aspect, je ne sais pas. Je n'ai Elle pas est fait toujours là. l'expérience. Je ne sais pas elle quel est toujours. aspect elle aura. Mais... C'est parce qu'il y a la condition valide toujours, donc Voilà. forcément elle reste. Exactement, tout Non, à fait. attends, Elle tu doit as la rester. cognition valide. Quand tu n'es pas mort, tu as la cognition valide quand tu n'es pas en méditation sur la vacuité. Oui, Quand tu es en méditation sur la vacuité, je ne pense pas que tu vois les objets conventionnels. Quand tu es en perception directe de la vacuité, en absorption méditative. Tu ça, as c'est pas... très intéressant et très important. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects ici. En effet, on a dit, OK, la table, elle bouge pas. C'est-à-dire que quand on va se réveiller du sommeil de l'ignorance, il n'y aura plus la saisie d'existence inhérente. Et si on devient un Bouddha, il n'y aura même plus l'apparence d'existence inhérente de la table. Mais est-ce que la table va cesser d'exister? Non. Ouais. C'est-à-dire que un Bouddha pourra toujours utiliser une table. Ouais. Très bien. Là, ce que tu dis, Dominique, c'est très important parce qu'en effet, il y a deux contextes. Le contexte épistémologique et le contexte ontologique. Le contexte ontologique, c'est comment les choses existent. Ouais. Oui. C'est-à-dire que la table, on a dit, la table existe. Pourquoi? Parce qu'elle est validée, elle est certifiée par une cognition valide. Donc, on ne peut pas y toucher à la table. Très bien. Mais le problème, c'est que quand un arya est en réalisation directe de la vacuité, un arya qui n'est pas un Bouddha, Il il voit ne plus la perçoit table. que la vacuité de la table. Il ne perçoit pas la table. Voilà. Et donc, le fait de ne pas percevoir la table implique-t-il le fait qu'elle n'existe pas? Non. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Enfin, j'ai pas dit qu'elle existait non plus. Si on dit que c'est un objet d'abandon, si on dit qu'une vérité conventionnelle doit être un objet d'abandon parce que... La table en elle-même n'est pas un objet d'abandon. L'objet d'abandon, c'est l'existence inhérente de la table. Très bien, et pourtant la table est une vérité conventionnelle. Oui. Alors, Donc, les ça veut dire vérités qu'on conventionnelles- n'abandonne pas les vérités conventionnelles, on abandonne l'aspect inhérent de la vérité conventionnelle. Voilà, excellent. Et donc, la conscience du Bouddha, l'individualité du Bouddha, tout ça, c'est des vérités conventionnelles aussi, et ça, on n'y touche pas non plus. C'est toujours certifié par une cognition valide. Oui, mais nous en fait, le Bouddha, il peut voir les deux, mais nous, on ne peut pas voir les deux. Enfin, une fois qu'on a la réalisation, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, Il n'y a que le Bouddha qui peut voir les deux, visiblement. tout à fait. Donc, du coup, Il n'y a que le Bouddha qui peut voir les deux simultanément. Oui. oui, nous, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, une fois qu'on a réalisé, enfin, une fois qu'on est éveillé, bah, c'est fini. On ne peut plus voir les choses conventionnellement, finalement. Et si on Enfin, peut les non. voir Ah oui, non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est quand tu n'es pas mort, là, tu es sur la voie. Alors, quand tu es en absorption méditative, enfin, a priori, hein, c'est ce que je n'ai pas fait l'expérience. Hein, je vous livre ça. Je vous le livre comme on me l'a dit. Voilà. A priori, c'est comme ça. Et ça paraît logique. Moi, ça me paraît logique. Ça, c'est les graines, les empreintes des afflictions. C'est comment dire, la fonction des empreintes et des afflictions, c'est d'engendrer cette dichotomie entre les deux vérités. Et donc, tant qu'on n'est pas un Bouddha, même si, imaginons qu'un jour devienne des Arya, Bodhisattvas, etc., donc on aura soit une réalisation directe de la vacuité, soit en post-méditation, on aura une réalisation directe des vérités conventionnelles, donc soit la vérité ultime, soit les vérités conventionnelles. Donc, on ne va pas percevoir les deux en même temps tant qu'on ne sera pas éveillé, tant qu'on n'aura pas éliminé les moindres traces des afflictions, les empreintes des afflictions. Ouais. Donc, ça veut dire que ce continuum, c'est une vérité conventionnelle, impermanente bien sûr, mais éternelle. Oui. Impermanente, mais éternelle, puisqu'on dit elle n'a pas de commencement, etc. Donc c'est un impermanent, éternel, vérité conventionnelle que le Bouddha réalise des deux façons. Oui, exactement. Il perçoit cette vérité conventionnelle. Et il envoie sa vérité ultime. Exactement. Donc cette chose-là, elle est individuelle. Oui. Bon. Ça veut dire que le nombre, en tout cas sur cette planète et même dans l'univers très probablement, des êtres sensibles est un nombre fini. Alors c'est fini dans le sens mathématique, dans le sens où il n'y a pas de nouveaux êtres qui sont créés. Voilà. Ouais. Ça pose problème aussi. Enfin, ça pose problème, je ne sais pas, c'est étonnant aussi. C'était la question du matin. Vivement qu'on prenne les classes de révision, j'ai l'impression. Ok.
Donc, en effet, le nombre des êtres est infini dans le sens où il n'y a pas de limite au 0, 10 puissance infinie. Tu vois, il y a pas de Mais limite il est fini. Il est fini dans l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux êtres. Exactement, il n'y a pas de nouveaux êtres, exactement, tout à fait. En effet. Et Donc ça, après, il y a des comment? émanations qui peuvent être envoyées, etc. Des émanations par les Bouddhas, etc. Mais l'émanation et le Bouddha lui-même ont le même continuum de conscience. D'accord. Donc, il n'y a pas de nouveaux continuums de conscience qui sont nouvellement créés, puisque tous les continuums de conscience actuellement présents dans les multivers ont toujours été là, ces continuums. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement Je ne ça. sais pas, moi, ça ne vous pose pas question. Moi, ça me pose question. Bah, disons que moi, une fois, j'avais entendu que, je sais pas, hein, j'ai pas d'avis là-dessus, c'est que finalement, entre les êtres inférieurs et tout ça, finalement, je sais pas, moi, il y a de plus en plus d'animaux ou de vaches, ou je sais pas, enfin, je prends des vaches, mais ça peut n'importe quoi, des animaux, et du coup, en fait, les réincarnations font que peut-être dans le lot, vu une autre façon de se comment on fait les choses, si tu veux, bah, finalement, il y en a beaucoup qui se réincarnent de façon peut-être en animal ou je sais C'est pas. pour Ou ça qu'il y a plus de vaches, mais il y a moins de moustiques. Ou, voilà. je sais pas, ou ils disent aussi que peut-être il y a d'autres planètes parce que finalement, le Bouddha n'est pas contre le fait qu'il y ait peut-être d'autres planètes où finalement on renaît à un autre endroit. Pourquoi pas? Enfin, j'en sais rien. Ça pourrait être possible. Oui, ah oui, ça peut être. Oui, bien sûr, ou sous des formes subtiles qu'on ne voit pas nécessairement là, etc. Oui. Et en effet, si par exemple il y a une surpopulation humaine en ce moment sur la planète, en fonction des ressources disponibles, en l'état en tout cas, on pourrait avoir plus de ressources, etc. Mais en effet, s'il y a beaucoup d'êtres humains, plus qu'avant, donc d'où viennent ces êtres humains? On pourrait dire, bah, il suffit d'un incendie dans une forêt avec toutes les fourmis et tous les insectes qui sont morts dans un incendie, ça fait beaucoup de monde. Mais ça pourrait aussi venir d'un autre multivers, pourquoi pas? Ok, bon. Dormir Dormir, Tu dormiras mieux, Rachel aussi, non? Oui. Aussi, peut-être, oui. Moi aussi. Oui. Oui, et Bernard aussi, du coup. Ok. En tout cas, merci beaucoup, c'était magnifique et on essaiera. Merci à toi, merci à tous. On entrera dans le bien et le mal et tout ça, des grandes questions existentielles et les Chittamatra aussi, j'espère. Ok? Merci beaucoup. Ok. Bonsoir. Bonne semaine. Bonsoir à tout le monde et merci. Merci.